Les autorités de transition au Niger vont organiser du 15 au 19 février des assises nationales. Quels en sont les enjeux et les résultats attendus? Nous recevons pour en parler le journaliste et analyste politique togolais Luc Koumé-Abalo Abaki. Luc, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs. Vous êtes également le président de l'Institut africain d'études stratégiques et de géopolitique appliquée. Luc Abaki, un mois après sa prise de pouvoir en 2023, le général Abdourahmane Tiani avait annoncé l'organisation d'un dialogue national inclusif qui devrait tracer les axes prioritaires de gouvernance et fixer la durée de la transition. Y sommes-nous finalement, enfin? Oui, de plein pied. Je pense qu'il y a quelque chose quand même de remarquable dans le style de gouvernance des pays de l'AES, c'est la méthode. C'est la méthode. On constate tout simplement que les trois dirigeants de l'AES ont compris tous les enjeux qu'il y a autour de la gouvernance de leur pays et ils procèdent par méthode, par une certaine méticulosité, une certaine rigueur. Donc les gens vont se demander, mais pourquoi depuis juillet 2023, c'est maintenant que le Niger organise ses assises nationales? Oui, mais il fallait stabiliser le pays. Il fallait donc lutter contre les frondeurs, les conspirateurs, les ennemis du Niger. Et vous avez vu le contexte dans lequel le général Tiani est arrivé au pouvoir et tout le tollé, tout le mouvement frondeur que cela a créé, notamment avec la CEDEAO, qui voulait en découdre, bien sûr, avec ses dirigeants. Donc il a fallu tout un travail de planification, d'apaisement du pays, de cohésion, de création de la cohésion nationale. Et donc, maintenant, je pense qu'il est opportun précisément pour ces dirigeants et leur peuple de se retrouver autour d'un idéal commun pour réfléchir au contexte du meilleur devenir de leur pays et aux enjeux, en tout cas aux principaux défis qui doivent se présenter à ce pays. Et je pense que c'est le moment ou jamais précisément pour le peuple nigérien de réfléchir efficacement sur comment il faut s'y prendre pour faire en sorte que le Niger devienne véritablement un pays suffisamment apaisé, qui s'organise et qui a une vision sur les perspectives qui vont se présenter à lui. Il y a eu des consultations à l'intérieur du pays, des consultations nationales, et ces assises apparaissent comme finalement une conclusion de toutes ces consultations menées jusque-là. Absolument, c'est en cela que c'est intéressant, parce qu'en fait, vous savez, quand vous voulez intéresser un peuple sur la gouvernance, sur votre vision, sur les objectifs auxquels vous vous attachez, il faut le consulter à la base. Il faut faire en sorte que les opinions se construisent autour de vos idéaux. Et je pense que cette méthode qui consiste à ratisser large, à focaliser l'esprit des Nigériens sur les enjeux, en tout cas le besoin de créer quelque chose de commun qui concerne la vie de l'ensemble du peuple est vraiment formidable. Et donc, cette démarche d'abord locale, ensuite régionale, etc., a permis donc d'avoir les pistes majeures. Alors, ces assises nationales vont être le creuset de consolidation des acquis, donc liés donc aux opinions qui ont été émises de gauche à droite, et c'est ça qui va permettre de dégager la synthèse et donc de définir une vision dans laquelle le peuple dans son ensemble, en tout cas dans son écrasante majorité, se retrouve. Et c'est ça qui permet de faciliter la gouvernance et de faire en sorte que l'ensemble de la population se sente concernée par ce qui se fait en haut. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes très attachés aux actions qui se mènent au sein de ces pays de l'AES, parce que nous considérons que c'est ce que les dirigeants d'hier ou ceux d'aujourd'hui qui n'ont pas adopté dans cette méthode-là, c'est ce qu'ils ont raté et qui explique que en fait nos pays ont du mal à émerger, parce que ce sont les populations qui en réalité mettent en œuvre la vision des dirigeants. Ce sont les populations qui travaillent sur le terrain. Et donc si eux ils ne possèdent pas la vision du dirigeant, ils ne s'approprient pas les enjeux concernant la vie du pays, il est difficile pour le dirigeant de réussir ce pari-là. Donc, cette complicité va se créer à partir justement de ces assises nationales et donc qui engage précisément la vie et le devenir de l'ensemble de cette population. Une commission nationale a été créée à cet effet par décret présidentiel pour conduire les travaux des assises. La dite commission, Luc Abaki, comporte 5 sous-commissions que je vais vous citer rapidement. Les sous-thèmes sont
paix et sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale, refondation politique et institutionnelle, ou encore cohésion sociale, refondation politique et institutionnelle, justice et droits de l'homme. Des assises sous la forme finalement des conférences nationales des années 90. Absolument, parce qu'il y avait eu des esquisses, sauf que dans le contexte des conférences nationales avait été décrété de l'extérieur. Ici, il s'agit là des Nigériens qui ont décidé précisément de réfléchir à tous les défis et enjeux qui se présentent à leur pays. Et vous allez constater qu'ils ont commencé par paix et sécurité. Parce que justement, le principal défi pour ces pays de l'AES, donc y compris le Niger, c'est d'abord de sécuriser le territoire national, de retrouver la paix, parce que ces pays sont agressés par des puissances occidentales sous le prisme donc de l'action des terroristes, etc. Et donc je pense que à partir du moment où le peuple dans son ensemble reste conscient de ce principal défi à relever et s'engage autour de ses dirigeants à extirper justement ce fléau de la vie du peuple nigérien, c'est une clé de base. Le reste qui concerne donc la cohésion nationale, tout ce qui est réconciliation, la justice, etc., etc., ce sont là le principe de restauration des règles du vivre ensemble qui permettent donc d'espérer créer un creuset national autour duquel l'ensemble de la population se retrouve et où chaque citoyen est conscient de sa part de contribution dans le processus de la création d'une nation et donc d'évolution de cette société-là. On ne peut que donc leur souhaiter bon vent et espérer justement que ces assises-là aboutissent à des résultats concluants et qui vont donc faciliter la gouvernance donc de l'équipe actuelle, de sorte que le Niger puisse relever tous les défis et parvienne à démentir tous les préjugés fallacieux qui avaient été émis par les ennemis du peuple nigérien et tous ceux qui veulent le mal à ce pays-là. Logiquement, ces assises doivent accoucher d'une nouvelle constitution pour le Niger. Je pense que c'est logique parce que vous savez, la constitution, c'est quand même la Bible d'une nation. Et donc, elle doit pouvoir consigner un certain nombre d'éléments à partir desquels la gouvernance va être facilitée et où le Niger va se montrer un État véritablement souverain, parce que l'aspiration profonde justement de ces pays de l'AES, c'est d'assumer leur souveraineté, qui ne sera pas proclamée mais véritablement assumée et exécutée comme telle. Tout le contraire, ce qui est tout le contraire bien sûr de nos pays qui ont proclamé l'indépendance depuis les années 60 mais qui appartiennent précisément aux puissances occidentales jusqu'à aujourd'hui. Et donc, tous les cordons ayant été coupés, en tout cas les cordons coloniaux, ayant été coupés donc avec les colonisateurs d'hier, aujourd'hui, il est question pour le Niger, tout comme les autres pays de l'AES, de montrer qu'ils sont capables justement de se construire par eux-mêmes. Et donc, cette constitution-là va devenir donc le bréviaire de l'ensemble de la population qui va finalement pas se retrouver autour donc de cette vision commune, et je pense que ce sera un pas décisif pour la construction de ces nations-là qui vont devenir des modèles inspirants pour d'autres pays dans les années qui suivent là. Le Niger, tout comme les deux autres pays de l'AES, revendique une certaine authenticité. Cette authenticité doit-elle se retrouver dans la nouvelle constitution, parce que jusque-là, nos constitutions des pays africains sont quelque peu calquées sur le modèle occidental, ce que ces pays refusent. Je pense que le Niger n'a pas d'autre choix que d'appliquer justement cette authenticité. En tout cas, construire une constitution qui reflète justement non seulement la vision, mais le mode de vie et de pensée justement du peuple nigérien. Je pense que c'est ce que le Mali a eu à faire, c'est ce que le Burkina Faso a fait. Quand vous voyez la constitution, malienne, ils ont exhumé tout le potentiel dont ils disposent et on voit à travers cette constitution les traces du mode de vie et de pensée, les reliques de la culture malienne, etc., etc. Voilà ce qu'il faut. Nous devons arrêter ce mimétisme naïf et profane qui donne le sentiment qu'en fait nous ne sommes là que pour copier les autres. En réalité, l'intelligence humaine nous permet de comprendre qu'on doit d'abord observer notre environnement, étudier nos réalités et donc consigner ce que nous avons de valeureux, d'intime, d'authentique et qui doit pouvoir être notre principe de vie. Voyez? Donc je pense que cette constitution, si elle vient être mise en œuvre, doit pouvoir refléter tout ce qu'il y a d'intime
au peuple nigérien et en même temps être le socle à partir duquel l'ensemble des règles du vivre ensemble seront consolidées. C'est une clé de base. Il va falloir que on coupe toutes ces chaînes-là et je pense que les pays de l'AES sont en train véritablement de montrer le bon exemple et ils coupent avec les habitudes qu'on nous a toujours servi, c'est-à-dire avoir des dirigeants plutôt verbeux, spécialistes de l'oratoire frelaté, sans des actions déterminantes qui épanouissent le peuple et qui amènent le peuple à une action déterminante permettant justement d'asseoir les socles d'un développement et d'une croissance de nos pays. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'ils nous ont montré, en tout cas, ils sont en train de nous montrer qu'il y a une possibilité pour l'Afrique d'innover, de créer et de s'assumer par elle-même. Voilà pourquoi nous sommes déterminés à suivre ces genres d'actions et à les relayer en les analysant de sorte que chacun puisse se sentir concerné par ce qui se fait. Parce que c'est la clé par laquelle l'Afrique pourra vraiment se construire et donc couper avec le suivisme BA. Louis Kabaki, l'article constitutionnel le plus lu sans doute, c'est celui concernant les mandats présidentiels. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le Niger? Au fait, on n'a pas à charlater autour des mandats. Vous savez, le peuple a besoin de quoi? D'un leader. Si le peuple a lui-même se suffisait, il n'aurait pas besoin d'avoir une organisation sociale. Et donc, le dirigeant, il est dans un sacerdoce qui consiste à servir la cause du peuple. Tant que le peuple se retrouve en lui et lui confère les pouvoirs de décider des orientations et de mettre en œuvre les aspirations profondes de ce peuple-là, on n'a pas le droit de charlater sur les questions de mandat. Je pense qu'il appartient principalement et fondamentalement au peuple nigérien d'apprécier les actions qui sont menées, en tout cas posées par ces dirigeants. Et il lui appartient de le juger et donc de décider de quelle durée il faut donc conférer à ces dirigeants-là en lien avec les besoins, les défis et les enjeux liés justement aux besoins de construire cette nation-là. Je ne suis pas partant pour les limitations aveugles des mandats, mais je suis partant pour le choix des dirigeants visionnaires, déterminés, engagés pour la cause commune qui laissent les œuvres qui vont résister au temps et à l'espace. Je pense que c'est de cela que tous les peuples du monde ont besoin. Il y a des pays où on a des monarchies, on a des rois, etc., qui développent véritablement le pays. Parce qu'en tant que citoyen, à quoi attendons-nous? Que voulons-nous concrètement? C'est notre épanouissement. C'est l'écosystème sociopolitique et social dans lequel vous pouvez exprimer vos talents et donc construire votre vie à partir de votre potentiel-là. Voilà ce dont nous avons besoin. Et donc, s'il y a des dirigeants qui répondent à ces aspirations-là, ben écoutez, vous et moi, on n'est pas derrière le pouvoir, on n'aspire pas à avoir le pouvoir, mais on aspire à faire valoir nos intelligences et nous construire à partir justement de notre capacité de réflexion et d'action. Voilà, et donc un dirigeant qui réussit ce pari-là, s'il reste au pouvoir des années, on s'en fout en fait. Cette commission, la commission qui doit piloter les travaux des assises, est dirigée par un chef traditionnel, le docteur Mamadou Harouna Djingarié, est composé d'anciens ministres, d'universitaires, de juristes, de militaires, de conseillers du général Tiani, de chefs religieux et de figures de la société civile. Elle paraît à première vue très représentative, cette figure de la composition de la commission chargée de piloter les assises. Oui, absolument. Vous savez, ce que nous voulons, c'est des leaders qui agissent en homme de pensée et qui pensent en homme d'action. Et donc, vous avez dit dans votre introduction que le général Tiani, dès qu'il a pris le pouvoir, avait promis un dialogue inclusif qui va permettre de réfléchir sur les grands axes donc de la gouvernance du pays. Et je pense que nous y sommes de plein pied. La composition de la commission elle-même en dit long. Ça veut dire qu'on a trié sur le volet les compétences, ceux qui ont du contenu. Le simple fait que la commission soit dirigée par un chef coutumier traditionnel en dit long sur la perspective ou bien le besoin d'exhumer tout le potentiel endogène qui existe donc au Niger. Ça veut dire qu'on prend des gens intègres, charismatiques, qui ont un contenu lié à la culture, au savoir-vivre, aux règles du vivre ensemble, etc. Et c'est ça qui sera transcrit, si vous voulez, dans les lignes et les axes qui seront définis. Nous ne pouvons que leur souhaiter bon vent. Et donc, on espère que toutes ces qualités, ces compétences ainsi réunies
vont finir par donner un produit qui serve véritablement la cause du Niger. C'est vrai, on a de ces intellectuels frelatés qui ne sont utiles que par l'oral, par la théorie, etc. Ici, nous avons besoin des gens d'action. Des gens qui ont une conscience élevée du besoin de construire la nation. Parce que les ennemis sont là. Parce que les défis sont majeurs. Parce que le peuple nigérien a besoin de se construire et de s'épanouir. Et donc, le défi étant aussi grand, il faudrait que tous ceux qui sont réunis là s'engagent véritablement, mouillent le maillot pour donner des résultats sans complaisance. De sorte que les textes qui en sortiront reflètent les aspirations profondes du peuple nigérien et qu'ils deviennent véritablement une vraie Bible. Aussi bien pour les gouvernants que pour le peuple lui-même qui va alors se discipliner autour de ces textes qui seront arrêtés et donc la gouvernance et faciliter ainsi la gouvernance du pays. Les assises nigériennes vont également plancher sur la durée de la transition. Au départ, le général Tchiani, on s'en souvient, avait évoqué une durée maximale de 3 ans. Maintenant, quelles sont les limites à ne pas franchir, Luc Kabaki? Voilà, je pense que j'ai déjà répondu à cette question en disant qu'on ne va pas rentrer dans le charlatanisme des mandats, des limitations, des actions des gouvernants, etc. Il s'agit de la limite de la transition. Oui, bien sûr, je comprends parfaitement. Il s'agit là de voir, parce que en réalité, qu'est-ce qui a expliqué l'arrivée de cette transition-là? C'est tout ce qui faisait que le peuple nigérien était déstructuré, l'État était programmé pour disparaître à cause de l'action pernicieuse des terroristes et tout ce qui venait, disons, piller les ressources du Niger, etc., etc. Ça veut dire que cette transition-là doit pouvoir remettre la balle à terre et faire en sorte que tout ce qui empêchait le peuple nigérien de se sentir concerné par le besoin de construire le pays et tout ce qui faisait qu'il y avait une sorte de démobilisation sociale soit d'abord résolue. Vous voyez, à partir de l'instant où il y a l'apaisement, il y a la cohésion sociale, il y a une vision autour justement de la gouvernance du pays, on peut considérer que la transition a fait son travail et qu'il faudrait alors donner l'occasion au peuple de valider ou du moins d'opérer les choix opportun des dirigeants dont il a besoin. Que Tchiani soit candidat ou pas, ce n'est pas ça le problème. L'enjeu, c'est qu'il puisse travailler à l'assainissement de la vie publique nigérienne, de sorte que chaque citoyen nigérien sente qu'il appartient à un creuset commun et qu'il a une part de contribution dans le besoin de construire ce pays-là. Et donc, à partir de ce moment-là, quelle que soit la durée qui sera définie par les Nigériens, parce qu'ils sont les seuls à évaluer avec avec précision et justesse leurs besoins. Et donc, d'apprécier avec justesse les actions que l'équipe de Tchiani est en train de réaliser aujourd'hui. À partir de ce moment-là, puisqu'il se donne 10 mois, 1 an, 2 ans ou 5 ans, on se tape les mains parce qu'en fait, ce qu'on attend, c'est la résultat. Si cette refondation, cet assainissement doit prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans? Je dis que le problème n'est pas la limitation des mandats. Le problème, c'est le résultat que le dirigeant donne chaque jour pour son peuple. Voilà. Et ce peuple-là a le pouvoir. Quand on dit que le pouvoir appartient au peuple dans une démocratie, c'est une réalité. C'est-à-dire que si chaque citoyen n'est pas satisfait de ce qui se fait au sommet de l'État, il est en droit de réagir. Ça veut dire que le peuple nigérien a le pouvoir, s'il est organisé, de dire à Tchiani, mais écoutez, dans un mois, vous pouvez partir. Tout comme il peut le dire, mais reste là-bas tant que tu travailles pour nous. Et donc, ça veut dire que s'il fait 1 an, 2 ans, ou 10 ans, ou 20 ans, si le peuple se retrouve dans ce qu'il fait, et il apprécie, et il voit que ses intérêts sont bien protégés, mais tant mieux. Nous sommes qui pour décider à la place d'un peuple souverain qui a les manettes donc de sa vie et de son devenir. Donc, tout simplement pour dire que nous n'avons pas le droit, c'est vrai, c'est l'Occident qui nous a appris avec cette histoire de mandat, etc. Et donc les gens ayant pris le pouvoir pour une fin en soi, trouvent des subterfuges pour manipuler le peuple et donc rallonger leur séjour dans le pouvoir, dans le fauteuil présidentiel, comme si c'était une fin en soi. Ici, nous mettons la balle à terre et nous laissons la possibilité au peuple de décider de comment il doit être dirigé et par qui et sur quelle durée. Voilà comment on peut raisonner en tant qu'intellectuel, observateur des actions que ces dirigeants mènent. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut se dire que le peuple
a une conscience suffisamment élevée et donc peut décider comme il veut. Je n'ai pas besoin de... Kabaki, ce genre de discours, est-ce qu'il ne favorise pas l'émergence de timoniers nationaux finalement qui deviennent des dictateurs pour le pays? Est-ce que les élections dans des pays que nous proclamons entre guillemets et démocratiques permettent au peuple de s'épanouir? Est-ce que les élections permettent de remplacer de façon démocratique les dirigeants? Je pense que vous êtes bien placé pour le savoir en tant qu'observateur, analyste politique qui regarde un peu les contextes politiques dans nos pays. Donc, c'est pour dire que quand vous avez un dirigeant de mauvaise foi, quel que soit ce que vous ferez, il va toujours programmer. J'ai dit que nous n'avons pas besoin aujourd'hui des dirigeants verbeux qui sont spécialistes de la théorie et des théories. Vous avez déjà vu un tel dirigeant se proclamer autocrate ou timonier? Non. Il dit toujours que le pouvoir appartient au peuple, mais dans l'action, on constate qu'il arrache à ce peuple tout le pouvoir et lui dicte ce qu'il doit faire par des manipulations, par toutes les subterfuges, en tout cas des jeux qui lui permettent en tout cas d'être dans le fauteuil présidentiel, même s'il n'a aucun résultat. Vous voyez? Or, ici, les pays de l'AES nous montrent, en tout cas leurs dirigeants nous montrent qu'ils ont compris qu'ils doivent travailler avec la complicité du peuple et avec la volonté farouche du peuple. C'est à partir de ce moment-là que nous sommes à l'aise pour dire que tant que les peuples vont les adouber et vont considérer qu'ils défendent leurs intérêts, nous n'avons pas le droit de décréter par un coup de tête la durée qui devrait leur permettre de siéger dans un fauteuil présidentiel. Mais les assises nigériennes doivent-elles statuer sur le cas Bazoum qui reste malgré tout un caillou dans la chaussure des autorités de la transition? Mais en quoi c'est un caillou? En quoi c'est un caillou dans la chaussure des autorités de la transition? Bon, vous savez, nous avons un problème quand même avec notre manière de percevoir les choses. Est-ce que Bazoum est un citoyen nigérien? Si oui, on le traite en tant que citoyen nigérien. S'il a enfreint la loi, s'il a violé un certain nombre de choses, s'il y a des charges contre lui, on doit le traiter en tant que citoyen soumis à la loi. Un point, c'est tout. Pourquoi les assises devaient consacrer une thématique entière à un individu qui n'est qu'un citoyen? Bazoum il a ses partisans, il a dirigé le Niger, il a piloté des mouvements politiques, il n'est pas seul aujourd'hui. Gilles, est-ce que vous n'avez pas des partisans en tant qu'individu, citoyen, journaliste, émérite, présentateur d'émissions phares sur New World Info? Aujourd'hui, si vous enfreignez la loi, on va se dire, ah oui, comme il a des femmes derrière lui, attention, il faut pas lui appliquer la loi. Non. C'est ça qui est d'accord, qui est juste un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que le dirigeant, une fois qu'il est là-bas, il se considère comme un super homme. Au-delà même, c'est comme s'il était un lieutenant de Dieu qui ne doit plus répondre justement de ce qui relève de l'humanité, c'est-à-dire de ce qui relève de la vie des citoyens. Non, c'est d'abord un citoyen qui a été adoubé par un peuple pour une mission. S'il rate cette mission, il doit pouvoir s'expliquer à ce peuple-là. Et donc, on ne peut pas lui donner une certaine suprématie qui le détache des contraintes liées à la vie du citoyen. En tant que tel, il faut comprendre que nos dirigeants ont ce devoir impérieux d'abord d'être à la disposition du peuple. Et donc d'être les premiers serviteurs de la nation. Ce n'est pas qu'ils sont au-delà et que c'est eux qui doivent appliquer la loi sur les autres et que lui et les autres vont s'en détacher. C'est le problème que nous avons et qui explique qu'aujourd'hui, les dirigeants ne se sentent pas redevables vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de leur peuple. Or, c'est eux qui devaient donner en premier l'exemple et qui devraient donc amener le peuple à être conscient de son attachement ou du moins de sa redevabilité vis-à-vis de la loi. Et donc, je ne suis pas pour que les assises entières consacrent une réflexion sur la personne de Tiani. Il y a de Bazoum. Que le président de la République, à qui tous les dans son pouvoir discrétionnaire de gracier un ancien président qui est un citoyen, c'est tant mieux. Ça veut dire que dans la logique d'apaisement, de réconciliation, etc., il peut apprécier la possibilité de le gracier ou de l'amnistier, je ne sais pas, mais qu'on ne dise pas que c'est un problème national et donc qu'on consacre une réflexion sur son sort. Moi, je ne suis pas d'avis. Mais quels sont les pièges à éviter pour ce genre de conclave
comme ces assises du Niger. Oui, mais c'est d'éviter la manipulation. Je pense que moi, je suis à l'aise avec ces genres de projets venant des pays de l'AES parce que j'ai déjà perçu, en tout cas, depuis toujours qu'ils agissent, qu'ils ont bien compris l'enjeu premier qui est de travailler pour le meilleur devenu du peuple, de faire en sorte que les ennemis et tous ceux qui ont parié sur l'échec de leur gouvernance puissent avoir la honte demain. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que les textes ne seront pas manipulés. On ne va pas téléguider les textes en fonction des intérêts individuels ou des intérêts liés au président ou à qui que ce soit. Il faut faire en sorte que toutes les lois qui seront arrêtées là, tous les axes qui seront définis tiennent toujours compte de l'intérêt supérieur de la nation, de l'intérêt de construire un bien commun qui profite à tous les citoyens nigériens. Voilà le piège qu'il faudra éviter et faire en sorte que la loi qu'ils vont élaborer soit une loi impartiale qui travaille, donc qui sera là, qui peut résister au temps et à l'espace et dans lequel l'ensemble des citoyens nigériens vont se retrouver. La commission va remettre son rapport final au général Tiani début mars. Elle aura suffisamment de temps pour peaufiner tous ces sujets. Je pense oui, parce qu'il y a un travail de base, il y a un travail de base qui a été déjà fait. On a déjà parlé donc des consultations au plan régional, au plan local, au plan régional, etc. Et donc l'étape nationale ne sera là que pour faire la synthèse et sortir donc la substance essentielle et vitale qui sert la cause du peuple nigérien. Je pense que les assises en 3-4 jours sont largement suffisantes pour organiser tout ce texte-là. Et il appartiendra justement au général Tiani d'œuvrer pour la mise en œuvre de ces textes et qui intéressent justement la cause commune nigérienne. Le Mali a déjà connu ces genres d'assises une, deux fois, le Burkina également. Ces assises dans l'AES doivent servir d'inspiration pour le Niger. Absolument, parce que vous savez, les assises là ont une vocation, c'est de donner la parole aux citoyens. Or, justement, en tant qu'être humain, notre arme première de vie et d'exercice de notre existence, c'est la parole. Nous avons l'avantage du langage articulé. Et donc, toutes les fois où on donne l'occasion aux citoyens de s'exprimer, ça doit être une source de fierté pour lui. À partir de ce moment-là, il faut que ce soit des convictions qui soient exprimées. Des convictions liées au besoin de construire la nation, de faire en sorte que la société nigérienne puisse évoluer. Vous voyez? Et donc, je pense que ces assises qui ont été déjà organisées au Mali, qui ont donné des résultats suffisamment intéressants, tout comme au Burkina Faso, à partir duquel les actions aujourd'hui de gouvernance sont donc menées, doivent être effectivement une source d'inspiration pour le Niger. Mais en tout état de cause, au-delà de cette inspiration, c'est d'abord les besoins, les défis et tout ce qui est en jeu lié à la vie du peuple nigérien d'abord et ensuite à l'élargissement donc de l'ensemble des peuples de l'AES. Merci Luc Abaki d'être passé chez nous. C'est un plaisir. Commenter cette actualité, notamment les assises du Niger qui sont organisées du 15 au 19 février prochain. Merci de nous suivre. Dans quelques instants, c'est Dr Guillaume Roy avec ses invités pour Regard Croisé.